Bonjour à tous, je suis Akiko en charge de promotion commerciale de DataFonds au Japon. Alors, les certains que je connais, vous me manquez beaucoup en suivant la situation en France et je pense très fort à nos partenaires. Donc, en profitant de ce moment calme, j'espère que nous pouvons vous donner quelques ouvertures sur notre marché Japon à travers nos mini-webinaires. Donc, aujourd'hui, c'est notre troisième webinaire. Le sujet est le B2B. Et comme vous le savez, le domaine de B2B est assez complexe au Japon. Donc, nous avons organisé en deux parties. Donc, première partie, c'est aujourd'hui sur la distribution. Et la deuxième partie est sur la création des produits et des séjours en niche aux mêmes heures de la semaine prochaine. J'espère que vous pouvez suivre les deux webinaires parce qu'ils sont complémentaires pour mieux comprendre notre marché B2B. Alors donc, je vais commencer la distribution B2B aujourd'hui et n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser des questions pendant ma présentation. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui les catégories et les types des acteurs touristiques, leurs accords commerciaux et nos rôles auprès de eux, et à la fin, l'évolution de l'industrie depuis le COVID-19. Donc, comme vous le savez, nous avons deux grands acteurs, agences de voyage et des tours opérateurs. Ce sont des agences de voyage qui ont la pointe de vente et aussi le secteur de planning. Et donc, pour la programmation, c'est eux qui sont décideurs pour la destination et le contenu de voyage. Et c'est eux aussi qui traitent des vols, achats de vols. Donc, les sièges aériens, c'est acheté par les agences de voyage. En ce qui concerne les hôtels, pour des grosses agences, souvent, ils ont la liste des hôtels dans leur catalogue pour éviter moindre de risques, pour citer le nom d'hôtel pour chaque produit. Et ils citent juste des catégories et des villes et ils sont libres d'utiliser parmi des hôtels dans la liste. Donc, tout ce qui est commercialisation, la distribution des produits B2C et la relation client se fait par des agences voyage. Et dans le cadre de litige aussi, c'est jamais les clients directement avec les tour opérateurs, c'est toujours clients quand ils font les réclamations, c'est aux agences de voyage. Mais comme ils n'ont pas de bureaux locaux en France, ils connaissent pas forcément très bien sur la destination. Donc, ce sont des tours opérateurs qui suggèrent de destination et de contenu de voyage. Et souvent, les bureaux de tour opérateurs, c'est un bureau au Japon et un bureau local en France. Et donc, le bureau au Japon est composé des commerciaux pour faire les relations agences. Et les opérations, c'est les business concrètes, ils le mettent dans le système pour pouvoir communiquer dans leurs bureaux locaux. Et souvent, il y a une section d'hôtel parce que c'est une logistique c'est une logistique assez compliquée et pour les dates de limite, pour relâcher les réservations, etc. Donc, ils ont une section hôtel dans leur bureau au Japon également. Et dans les bureaux locaux de tour opérateurs, ils sont composés souvent des opérations qui reçoivent des demandes par leur bureau au Japon et encore une autre section qui gère des services clients. Ça veut dire qu'une fois que les groupes sont en France, quand les tours sont matérialisés, quand il y a un problème ou alors des changements dans le contenu, le tour leader appelle le bureau local de tour opérateur. C'est eux qui gèrent les problèmes et les changements. Mais quand il y a un gros changement important ou alors ça crée des frais supplémentaires, ils contactent les bureaux de tour opérateur au Japon et les bureaux contactent au Japon, bureaux de tour opérateur au Japon contactent les agences parce que c'est les agences qui sont les décideurs. Et donc, les clients de tour opérateur, c'est les agences de voyage. Donc, relation client, c'est les agences.
donc fidélisation par des commerciaux de tour opérateurs. Et dans le cadre de litige, bien sûr, les agences de voyage remontent les problèmes au tour opérateur. Ils examinent quelle était la cause et ils décident la part des indemnisations. Voilà, c'est un peu la relation, la fonction, comment ça marche pour la création et la distribution. Et je me permets d'insister l'importance de la présence de la JATA dans notre marché. C'est l'association des agences de voyage. Il gère pour la statistique et la tendance de marché. Il peut créer une campagne pour créer justement la tendance. Et un exemple, c'est qu'ils ont choisi les 30 plus beaux villages d'Europe en sollicitant des planeurs de l'Europe, de ses membres. Et donc maintenant, ils ont créé le logo. Quand les agences programment ces villes, ils peuvent utiliser dans leur catalogue avec le logo. C'est une sorte de garantie pour la client que ça vaut le coup de visiter. Voilà, parmi ces 30 villages d'Europe, de la France, nous avons Riquevilles et Saint-Scalet-la-Popée qui sont élus parmi les 30. Ils font un événement B2C touristique une fois par an qui s'appelle le Tourisme Expo Japan. Donc, nous participons depuis 6 ans maintenant à cet événement, sauf cette année parce qu'avec l'épidémie, c'était un peu difficile d'organiser cet événement. Dans le cadre de crise, il peut aider les agences de voyage en membres pour montrer la fidélité, pour montrer la solidarité. Et maintenant, je vais présenter les types de chaque acteur. Donc, pour les agences de voyage, il y a bien les généralistes. C'est toutes les agences que vous connaissez, JTB, HIS, Club Tourisme. Il y a bien spécialistes également, à la fois spécialistes de thème, à la fois spécialistes de clientèle et à la fois spécialistes de mode de voyage. Donc, c'est souvent les petites ou moyennes entreprises. Veltra fonctionne pour les spécialistes d'excursion. Et sinon, tout ce qui est sport, randonnée, ski, vélo, Eurosport, Ferrotravel, Alpine Tour, etc. Et nous avons également une petite agence qui sont spécialistes de tout ce qui est cheval. Et tout ce qui est agence wholesaler, ils ont 2 périodes de programmation. Donc, une sortie de catalogue pour les produits printemps-été et deuxième sortie de catalogue pour les produits de automne-hiver. Donc, il y a 2 plannings de programmation bien distingués. Et en ce qui concerne les agences médias, souvent, à la fois, ils font wholesaler et il y a une fonctionnalité d'agence média. Donc, c'est souvent des mêmes agences. Mais quant à elles, elles ont plus de liberté et la rapidité pour la création de produits hors les 2 périodes de wholesaler. Donc, souvent, la vente se fait soit sur Internet ou alors via le média dans les journaux quotidiens. Et il y a aussi les agences filiales de compagnies aériennes, donc les compagnies aériennes japonaises ANA et JAL, donc ANA Sales pour ANA et JAL Pack pour JAL. Elles ont la clientèle assez haut de gamme, mais elles ont la contrainte également qu'ils peuvent utiliser que leur compagnie aérienne. Donc, si leur compagnie aérienne décide de ne pas donner beaucoup de sièges pour les groupes loisirs, et même s'il y a des demandes, il ne peut pas augmenter le nombre de participants. Donc, ça stagne un peu leur profit. Donc, ça, c'est un peu le dilemma de ces agences. Il y a beaucoup d'agences FIT et 2 leaders sont Tabikobo et SD World. Et pour les OTA, je vais vous présenter un peu plus tard avec un autre slide. Donc, je vais passer maintenant au tour opérateur. Les types de tour opérateur, c'est indépendant, Mickey Tourist, Kioni, G2 Travel, Utumula que vous connaissez. Et filiales d'agence, c'est JTB et GMS, donc Global Merchandising Support, ou HIS Paris, basé à Paris.
Hanku Europe, basé à Barcelone, qui gère principalement au sud de la France. Il y a des tours opérateurs qui gèrent à la fois B2B et B2C. Donc, c'est Papas Japan. Et au niveau de nombre, beaucoup moins que Miki Kyoni, bien sûr, mais ils ont une fonctionnalité importante à ce point-là. Et je me permets de citer Mickey Travel parce qu'ils ont une marque MyBus qui vend des excursions B2C. Donc, on peut considérer un tour opérateur qui gère les deux. Voilà, je vais vous présenter les principales agences de voyage maintenant. Donc, les trois leaders, c'est JTB Group, HUIS, Hanke Travel International. Et ils sont en première ligne pour la reprise de marché. Et les produits qui marchent très bien sont souvent copiés par d'autres agences. Et bien sûr, la marque qui porte pas forcément le même nombre que les agences de voyage. Donc, pour vous, c'est très difficile de voir quelle agence qui vous envoie les clientèles. Donc, qui suit quatrième, c'est Club Tourisme et Kinki Nippon Tourist. Et Club Tourisme, initialement, c'était une marque de Kinki Nippon Tourist, mais qui est devenue indépendant il y a plus de 15 ans maintenant. Et qui sont fusionnés il y a quelques années et maintenant c'est une même entreprise. Donc Club Tourisme gère pour le voyage et le loisir avec des packages et Kinki Nippon Tourist c'est souvent MICE, voyage d'affaires en groupe ou alors FIT. Et sinon cinquième place c'est Nippon Travel Agency. C'est une agence traditionnelle pour mass market et leur itinéraire est souvent pour primo-visiteurs. Et au Japon, nous avons également beaucoup de petites moyennes entreprises qui ne sont pas négligeables sur notre marché parce qu'ils ont la clientèle très fidèle et qui sont très matures, qui cherchent beaucoup de profondeur dans le contenu de voyage. Donc, pour le voyage à thème, pour des nouveautés, ils sont très dynamiques pour avoir des nouveaux itinéraires. Et la rapidité de création aussi est assez remarquable. Donc, WAS, World Sea Service, Global Use Bureau, Eurasia, ils sont spécialistes de la clientèle senior, mais très senior, entre 80 et 90 ans. Et sinon, il y a des petites agences comme Robitou, SkyClue qui gèrent très bien les clientèles FIT. Et Max Marie Tourdesk qui sont très dynamiques pour les unotourismes ou alors le honeymooner ou voyage à thème sur l'art, etc., etc. Donc, PME au Japon, ce n'est pas du tout négligeable. On continue à démarcher auprès d'eux. Et maintenant, je vais vous présenter les OTA, donc Online Travel Agency. Donc, on peut considérer qu'il y a trois types de OTA. Donc, premier et deuxième, comme Expedia, Rakuten, Lulubu Travel, et spécialiste hôtel, Agoda, Booking.com, Hotel.com. Et ce sont en fait pas vraiment des voyagistes, ce sont des plateformes de la distribution. Donc, c'est très difficile pour nous de influencer leur contenu. Donc, pour le moment, ne travaillons pas beaucoup avec eux. Et ce qui est important, c'est la troisième type, agence en ligne, est important pour nous. Et donc, deux leaders, c'est Tabikobo et SeaWorld, qui sont spécialistes également de FIT. Et ces agences, ils n'ont pas de catalogue en papier. Au Japon, c'est un marché qui marche beaucoup avec le catalogue en papier, mais agences en ligne qui n'ont pas de catalogue en papier, mais qui vendent que sur Internet ou à leur point de vente à l'agence. Et il y a une spécialiste comme Veltra, ils sont spécialistes des excursions qui ne traitent pas des hôtels, mais qui vendent leurs produits également que sur Internet. Donc, la part de marché de OTA au Japon, c'était entre 40 et 50% avant le Covid, mais nous estimons l'augmentation de cette importance après Covid, bien sûr. Et donc, je vais vous présenter maintenant principaux tours opérateurs. Donc, comme vous connaissez, Miki Tourist, c'est un tour opérateur du groupe HUIS.
C'est une entreprise complètement japonaise qui a obtenu bonne confiance auprès des agences, donc qui marche très bien dans notre marché. Et Kony Japan et Tumela, c'était des deux tours opérateurs du groupe JTB qui ont fusionné à la fin mois d'août cette année. Et donc, on peut attendre un nouveau poids lourd dans notre marché. Donc, troisième position, G2 Travel. C'est un tour opérateur qui a été créé il y a 7-8 ans maintenant, au moment de la fusion de Kioni et Gulliver. Et une partie des salariés de Gulliver qui n'étaient pas contents de la fusion, qui ont créé cet tour opérateur, ce tour opérateur Gulliver 2, en fait G2, et qui existe toujours dans notre marché. Donc, on continue à avoir une très bonne relation avec eux. Donc, quatrième, JTB Global Merchandising Support, donc on dit souvent GMS. Et c'était un tour opérateur du groupe JTB qui gérait très bien le MICE et ad hoc, FIT sur mesure, etc. Mais malheureusement, ils ont décidé de fermer ses portes fin mars 2021. Et maintenant, je vais parler de accords commerciaux entre eux. Donc, c'est l'agence de voyage qui consulte les destinations et les contenus de voyage en demandant le devis. Et les tour opérateurs qui suggèrent les destinations et les devis. Des fois, selon les commerciaux, ils le font même avant la demande des agences. Et tel tour de chez vous, ça marche très bien. Donc, en changeant une partie, je vous propose de cet nouvel itinéraire, avec un nouveau devis et tout ça, un peu avant au début de la planification. Et donc, quand l'agence demande aux plusieurs tour opérateurs le devis, et elles définissent l'opérateur 2-3 semaines avant la vente. Et dans ce cas-là, l'opérateur choisi, ils font très attention de vérifier les dernières versions de la page catalogue de l'agence, parce que si jamais il y a une citation qu'ils n'ont pas promis aux agences, et ça marche tout en série, donc toutes les départs sont pertes pour eux. Donc, ils font très attention pour la vérification de dernière version de page brochure. Dans le cadre de litige, par la loi du tourisme au Japon, normalement, quand il y a gros changements, comme un site cité dans le titre, ou alors le site avec la photo en grand format dans le catalogue, et qui ne pouvaient pas visiter pendant le voyage, les agences de voyage doivent rembourser, de payer l'indemnisation de 2% de prix de voyage. Prix de voyage, donc y compris le prix de billets d'avion. Donc, ça peut aller très, très cher pour les agences. Certaines agences comme JTB, ils le citent dans le contrat au consommateur. Nous allons payer 5% d'indemnisation dans le cadre de gros changements. Donc, ça peut aller 2 à 5%. Et pour les tours opérateurs, bien sûr, quand il y a un litige, agence de voyage remonte au tour opérateur, quelle était la cause de problème, quand c'était la faute de tour opérateur ou alors le fournisseur français. Et jusqu'à aujourd'hui, tour opérateur, il payait une indemnisation de 2 à 5%, également sur le prix de voyage. Mais comme les tours opérateurs ne gèrent pas le vol, ils ont commencé à négocier aux agences, c'est un nouveau phénomène aujourd'hui, que indemnisation seulement sur les services terrestres, parce qu'ils ne gèrent pas le vol. Et un autre nouveau phénomène, c'est que par exemple, un hôtel A de 4 étoiles qui est cité dans la page catalogue d'agence, qui est complet, qui ne peut pas confirmer par les opérateurs. Et dans ce cas-là, tout opérateur, ils ont upgradé pour hôtel B à 5 étoiles. Mais quand même, jusqu'à aujourd'hui, ils devaient quand même payer l'indemnisation de 2% alors qu'ils ont upgradé la catégorie. Donc, nouveau phénomène, c'est que selon le contrat d'agent de voyage et tour opérateur, ils ont commencé à négocier que quand c'est upgradé, même si ce n'est pas un hôtel cité dans la page catalogue,
il peut éviter l'indemnisation. Donc, on constate aussi un nouveau phénomène là-dessus. Donc, c'est vraiment assez nouveau. C'est pas tous les cas. Donc, il y a des opérateurs qui payent encore indemnisation de à 5% sur le prix de voyage. Mais quand même, on peut constater un nouveau phénomène. Maintenant, je vais vous parler de groupement d'agences de voyage et TO. J'ai un peu cité avant. Donc, en gros, il y a groupe JTV et HUIS. Il y a des TO agences pour chaque groupe. Il y a des TO et des agences de voyage qui sont au-dessous de ces groupes. Et pour les agences dans le groupe, elles doivent privilégier les opérateurs du groupe. Et par contre, pour les opérateurs du groupe, ils sont libres de solliciter l'agence hors du groupe ou alors l'autre groupe pour profiter du profit de ces agences dehors du groupe. Donc, Kioni, Tumula continue à solliciter HUIS, bien sûr, Hankyu, Club Tourisme, Nippon Travel. Également, Miki Tourist essaye de gagner le business JTB, Hankyu, Club Tourisme pour avoir plus de profit. Donc, ça, c'est le phénomène qu'on peut voir actuellement, même s'il y a des deux groupes bien distingués. Donc, une fois qu'on a bien compris le fonctionnement, quels sont nos rôles auprès de l'agence de voyage et tour opérateur. Donc, c'est bien classique, mais diffusion des informations et la formation et présenter des modèles, des itinéraires, c'est très important parce que souvent, ils traitent toute l'Europe. Les planeurs et les commerciaux, ils sont pas spécialistes de la France, donc ils ont moins de notions de distance par rapport à la destination. Donc, pour aider à la planification, c'est important de présenter des modèles en itinéraire, même en présentant les villes voisines ou les pays voisins, des fois. Ça peut aider à la programmation. Et propositions de collaboration, des offres exclusives sont très importantes parce que chaque fois qu'on s'approche de eux, ils demandent quelles sont les exclusivités. Ils cherchent à différencier par rapport à d'autres agences ou les commerciaux de tour opérateurs. Par rapport à d'autres tour opérateurs, ils essayent de différencier selon la proposition qu'ils peuvent faire aux agences. Donc, c'est important d'avoir, c'est pas l'offre exclusive, ça se parle pas à toutes les agences et tous les tour opérateurs. Ça se monte un peu discrètement en démarchage, en in-house séminaire, etc. Et bien sûr, quand il y a une collaboration avec une agence, est très important de se renseigner sur l'opérateur utilisé par l'agence. C'est parce que c'est avec l'opérateur local utilisé que vous allez faire le contrat direct avec eux. Donc, quand il y a une collaboration, c'est très important de connaître l'opérateur utilisé. Et une fois que vous faites une action au Japon et quand il y a un projet assez concret, je vous conseille de vous rapprocher les bureaux locaux des tour opérateurs. C'est aussi parce que c'est avec eux que vous faites le contrat, que s'il n'y a pas de contrat au niveau bureaux locaux, et même les commerciaux de tour opérateurs au Japon qui sont bien intéressés, qui ont bien vendu à l'agence, ils ne peuvent pas utiliser votre établissement ou votre service. Donc, c'est très important de toucher leurs bureaux locaux également. Donc, c'est comme ça que nous essayons d'avoir la relation très forte avec les agences, tour opérateurs au Japon, tour opérateurs en France également. Et je vais vous présenter quelques exemples des actions que nous avons faites au passé. Donc, vol charter, il y avait déjà un mouvement de la région, de la destination, avec un aéroport et il y a des voyagistes depuis la France
voyagistes outgoing depuis la France pour remplir bien l'avion aller-retour. Donc, nous avons été sollicités pour nous approcher Air France et aussi une agence de voyage. Donc, avec une agence de voyage, nous avons fait un événement avant le départ, financé une partie par les destinations. Et aussi, il y avait un gros événement exclusif pendant le voyage, rassemblant tous les participants. Donc, c'était un très beau projet. Et sinon, nous avons fait également un séminaire B2B2C. Ça veut dire qu'une région, je vais présenter à une agence et pour faire une programmation concrète de cette destination. Et donc, bien sûr, il y avait une suggestion de contenu de voyage et des présentations de les partenaires de la région. Et nous avons fait également un séminaire B2C pour commercialiser le produit avec le cadeau à gagner pour des clients inscrits également. Et sinon, nous avons un éducteur exclusif. Ça veut dire que souvent des grosses agences, on sollicite une agence de faire un éducteur exclusif pour mieux connaître une destination. Et à retour de éducteur, nous demandons une programmation obligatoire parce que tous les services terrestres sont payés pendant l'éducteur par la destination. Donc, ils vont répondre par la programmation au retour. Sinon, nous avons également un cas brochure. Ça veut dire que sur la destination et nous faisons le conseil de programmation et de contenu. Et au retour, l'agence, ils font la présentation de destination dans leur mail magazine ou la page catalogue. Et dans la page catalogue du produit, souvent on met le mot de bienvenue de la présidente de la destination ou alors du directeur de CRT avec le logo dans la brochure. Et je me permets quand même d'insister d'importance d'être présent permanent pour bien maintenir la relation avec des professionnels, si possible par le CRT, une mission régionale. Et sinon, nous avons chaque année un workshop annuel qui s'appelle Sakidori France. C'est souvent fin mai jusqu'à mi-juin. L'année prochaine, nous prévoyons mi-juin. Nous avons calé ce workshop pour mieux adapter à la période de programmation des professionnels. Donc, s'il n'y a pas de mission régionale, je conseille de participer à ce workshop pour bien être présent à ce workshop. Ça existe depuis 20 ans. Les professionnels connaissent que c'est un bon moment, c'est une occasion d'avoir des nouvelles idées et des contenus de la destination. Et pour la fin, je vais vous parler d'évolution de l'industrie dû le Covid. Donc, faillite et la fermeture, Cox and Kings Japan. C'est un tour opérateur qui gérait que pour les destinations en hémisphère sud. Donc, ça ne concernait pas directement et ils sont faillites pendant le Covid. Et donc, comme je vous ai parlé, JTB Global Merchandising supporte le tour opérateur de JTB. Il ferme ses portes fin mars 2021. Au niveau de la fusion, Kioni et Tumula, c'était des deux tours opérateurs du groupe JTB. Donc, nous savons qu'à un moment donné, il y avait la fusion. Mais niveau local, ils ont fusionné depuis l'année dernière, mais au Japon, c'était pas évident. Mais le Covid a accéléré la fusion. Kioni, Tumula, à chaque côté, ils ont licencié à peu près 50% de leurs salariés et ils vont fusionner et on attend une nouvelle structure pour le début de l'année prochaine. Et Tumula est en train de déménager dans le bureau de Kioni actuellement. Et sinon, Asahi Santo, c'était une agence dans le groupe JTB qui a été absorbée JTB Gaïalec. Donc, c'est une spécialiste de SIT. Et donc, ça existe toujours les mêmes planeurs dans le JTB Gaïalec. Sinon, fermeture temporaire et Mickey Tourist et outbound section de Anna Sales.
Et renfort de voyage domestique, c'est presque toutes les agences. Il y a beaucoup de planners d'Europe qui sont envoyés pour gérer le voyage domestique. Et le gouvernement a lancé une campagne de Go to Travel pour inciter les Japonais de voyager dans le Japon. Donc, il y a beaucoup de salariés qui sont envoyés pour la logistique de Go to Travel également. Et vente de voyages virtuels, HUS, Veltra, Papas Japan, EasyTV. Ils sollicitent soit les staffs locaux en Europe, ou alors ils contactent les célébrités basées en France pour faire une présentation en live. Et donc, ils vendaient aux clients entre 10 à 30 euros avec droit d'accès au lien pour voir cette présentation en live. Et sinon, démarche d'autres activités. À SUIS, au début du Covid, ils ont lancé une empreinte des personnels en Europe pour des business meetings pour remplacer les hommes d'affaires qui ne peuvent plus voyager. J'espère que c'était un peu difficile de manager. Et sinon, Papas Japan, le bureau de rez-de-chaussée a été transformé pour le café onigiri, donc snack japonais, donc qui n'a rien à voir avec le voyagiste. Et sinon, Mickey Tourist lance un système de guidage pour les individuels en vue de la reprise des activités par des clientèles de FIT. Et donc, le gouvernement japonais aide les agences de voyage dans ces moments difficiles financièrement. On sait que jusqu'à fin mars 2021, ça marche comme ça. Mais nous estimons que la situation continue encore plus longtemps. Beaucoup de professionnels estiment la reprise plutôt c'est d'été, voire à l'automne. Donc, il faut encore veiller l'évolution de l'industrie après printemps 2021. Voilà. Alors maintenant, c'est fini ma présentation, mais je vais vous solliciter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le système de chat. Et en attendant, j'espère que j'étais claire pour vous et vous voyez que c'est assez complexe le domaine de B2B, mais ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas tout compris parce que chaque fois que vous faites des actions avec nous, nous vous accompagnons et si vous avez des questions et si vous avez des souhaits particuliers, nous essayons de vous répondre au maximum à vos attentes. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, d'envoyer votre demande. Nous connaissons très bien notre marché. Voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'à la fin. Oui, c'est parce que en fait, les agences ou les tours opérateurs qui ont leur bureau en France, les staffs au Japon, ils n'ont pas beaucoup de connaissances sur la France, sur la destination, parce que ils sont pas spécialistes de la France. Ils traitent tous les produits Europe, l'Italie, Espagne, toute l'Europe, ils les gèrent. Donc, ils ne sont pas forcément spécialistes de la France. Donc, des fois, ils demandent des suggestions ou des suggestions et des conseils à leurs bureaux locaux. Donc, si vous avez déjà démarché leurs bureaux locaux en France, il y a plus de risques, il y a plus de chances que vous êtes utilisé, vous êtes programmé par les bureaux au Japon. Donc, c'est très important d'avoir communiqué tous les bureaux, niveau en France, niveau au Japon, tour opérateur et les agences au Japon. C'est très important de toucher les trois étapes. En fait, tout le monde veut le répondre plutôt possible. Ça, je sens auprès des professionnels également. Et c'est pour ça que nous avons pu réaliser la mission Paris en octobre et Sakidori en ligne en septembre parce que nous avons des professionnels qui sont très motivés pour programmer. Mais c'est vrai qu'il y a deux hypothèses en vue de JO. Et après, je commence avec un nouveau reconfinement de la France. J'entends souvent les voix des agences de voyage
qui étaient assez partants pour la programmation avril-mai et qui commencent à changer l'idée peut-être plutôt l'été et la programmation de juillet-août qui ont commencé la préparation. N'hésitez Merci. pas à nous contacter si vous avez des questions par mail.